On constate également que l'osmolarité, bien entendu, va être plus importante puisqu'il y a plus de minéraux dissous. Mais vous voyez qu'on arrive ici à une osmolarité qui dépasse même pas 2000. Alors qu'on a vu tout à l'heure que la capacité du chat, c'est pour ça que nous avions fait attirer votre attention sur ce chiffre, pouvait atteindre un maximum de 3200. Donc quand on apporte un peu de sel, on augmente l'osmolarité, mais sans mettre en péril les capacités de régulation osmolaire de cet animal. Enfin, bien entendu, on va observer que la densité spécifique des urines va être diminuée de façon relativement sensible. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. On recherchait une dilution, on recherchait une augmentation de l'abreuvement, on recherchait une augmentation du volume urinaire. On l'obtient de façon assez naturelle avec cette supplémentation en sel. Une autre observation a été conduite plus récemment sur des effectifs d'animaux plus importants d'ailleurs, en comparant ici 3 quantités de sodium, 0,4, 0,8 et 1,2. On constate effectivement que la densité urinaire diminue, même si ici on est à la limite de la gasification, et que le volume urinaire augmente, lui, de façon significative, sans aucun conteste. Vous avez d'ailleurs ces graphes dans les documents qui vous ont été remis par Nestlé Purina. Cette publication a été faite en effet dans le cadre des centres de recherche de Nestlé Purina. Alors, par rapport à ces observations consensuelles, il y a un certain nombre d'éléments qui sont venus mettre, j'ose pas dire des grains de sable ou des grains de sédiments urinaires dans les rouages et qui introduisent un doute, voire une peur par rapport à cet ajout de sodium. Une présentation préliminaire qui a jeté le doute, c'est celle qu'a faite Claudia Kirk à l'occasion du Congrès américain de médecine interne en 2002. Où elle rapporte que l'ajout de sel augmente effectivement le volume urinaire, elle aurait dit le contraire, on aurait été inquiet, assure certainement une dilution, mais pour cet auteur, elle évoque peut-être qu'il y a des problèmes de risque pour la santé du chat, risque pour la santé du chat lorsqu'il y a des pathologies rénales associées à ces problèmes éventuels de lithiase et lorsqu'on peut redouter une charge cardiaque qui serait excessive sur un animal vieillissant. Donc ces deux approches, y a-t-il un risque rénal, y a-t-il un risque cardiaque, à alimenter un petit peu la polémique dans le landerneau vétérinaire. D'autant plus que Claudia a persisté et a signé en 2006 un nouveau papier portant sur une population de chats qui n'est pas nombreuse, puisqu'il s'agissait de 10 chats sains de 2 à 6 ans, 10 chats obèses, 10 chats âgés, 6 chats insuffisants rénaux chroniques. Bien entendu, vous avez compris pourquoi cette population a été éclatée, puisque les obèses, les animaux âgés et les chats en IRC sont bien entendu des cibles privilégiées par rapport aux problèmes de gestion du sodium, d'hypertension, d'évacuation des minéraux, etc., etc. Et qu'est-ce que l'on constate ici en comparant pendant 12 semaines, ce qui est bien sûr pas très long, des aliments à 0,35 de sodium ou à 1,1 de sodium? Eh bien, on constate que les observations habituelles sont retrouvées, à savoir que le volume d'eau bu augmente, le volume urinaire augmente, la densité urinaire diminue. Bon, jusque-là, tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que la population, les 6 chats, il n'y en a que 6, hein, mais bon, quand même, il faut rapporter cela tel que ça a été proposé. Les 6 chats insuffisants rénaux vont réagir différemment des autres. On constate en effet que si les chats normaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas une créatinine supérieure à 15 mg, si les chats normaux augmentent bien le volume urinaire, les chats en IRC n'augmentent pas le volume urinaire. Ils étaient déjà en polyurie. Donc si on veut augmenter le volume sur un chat déjà polyurique, ça va être un peu plus dur. Certaine logique d'ailleurs. La densité urinaire diminue normalement, c'est les chats normaux. Elle ne diminue pas vraiment chez les autres. Il était déjà très dilué, on ne peut pas diluer plus que dilué. Et par contre, on constate que, parallèlement, on constate que la calciurie augmente de façon très sensible. Donc ici, on souligne quand même un point qui est important, et malgré toutes les critiques que l'on peut faire à ce papier, il y a quand même un message qui est assez intéressant. Lorsqu'on a une population d'animaux insuffisants rénaux, une certaine prudence, en tout cas, doit être évoquée, et ça méritait effectivement d'être recherché sur d'autres travaux, sur d'autres populations. C'est ce qui a été fait, mais là je vais un peu trop vite, c'est la publication suivante, la diapo suivante. Autre élément d'information, il y a une petite dénaturation des paramètres classiques de l'IRC, c'est-à-dire l'urée, créate, phosphatémie, une dénaturation qui est plus marquée dans la population des insuffisants rénaux, ce qui n'est pas pour nous étonner, mais qui ne constitue pas un élément supplémentaire absolument dramatique. Donc, on dégage ici une double piste. Attention, il y a peut-être un déclin accéléré de la fonction rénale en relation avec le sodium. Il va falloir explorer cette piste.
Il y a une augmentation de la calciurie qui n'est peut-être pas complètement anodine par rapport à un potentiel de formation de calcul d'oxalate, notamment oxalate qui se formerait en partie plus haute du tractus urinaire, mais par contre, rien n'a pu être établi en matière de perturbation de la fonction cardio-circulatoire. Alors, par rapport à ces données qui ont un peu semé le trouble, pour ne pas dire plus, il y a eu un certain nombre d'essais qui ont été proposés en réponse pour voir si effectivement l'unanimité pouvait se faire autour de ce risque décrit. Il y a des réponses. Il y a même une qui est assez rigolote, c'est la publication de Hughes qui, eux, ont montré qu'il y avait un effet protecteur du sodium pour l'IRC. Bon, peut-être qu'il y en a une qui tombe pile poil dans l'autre sens, on va peut-être pas y accorder trop d'importance. Il faut quand même se rappeler aussi qu'il y a eu un document majeur qui est sorti en 2006, le NRC. Je ne sais pas si vous l'avez déjà soupesé, lu, j'ose pas dire, bon, pas y penser, mais au moins porté, un bouquin de 400 pages qui fait un panorama assez complet de la nutrition des chiens et du chat, pour lesquels la limite considérée comme safe, SUL, c'est Safe Upper Limit, la limite maximale tolérable, a été fixée à 1,5% de sodium au vu de l'ensemble de la littérature connue en 2006. C'est pas la Bible, c'est un élément d'information qui semble quand même intéressant. Et puis, des essais qui ont été mis en place. Alors, un essai ici de courte durée, parce que c'est 2 fois 2 semaines, en comparant 10 chassins entre 2 et 5 ans avec des quantités de sodium allant de 0,46 à 1,02. Ici, on retrouve, c'est l'essai qu'on a vu tout à l'heure au niveau des paramètres urinaires. Eh bien, on constate que, en ce qui concerne la pression systolique, il n'y a aucun impact au niveau de la fonction cardiaque. Donc, la fonction cardiaque pour laquelle Claudia Kurt n'avait rien trouvé, ici non plus, il n'y a rien à voir circuler. Là où ça devient plus intéressant, c'est que très récemment a été publié dans le Journal of Feline Medicine and Surgery en 2009 un essai de plus longue haleine. Bon, c'est pas une cohorte de 10 ans, on le regrette comme vous, mais c'est déjà une cohorte pendant 6 mois de 24 chats adultes âgés de 7 ans en moyenne, sains pour l'essentiel, même si certains ont des paramètres qui, on va le voir, sont déjà un petit peu décalés, où on compare des apports de 0,55 contre 1,1% de sodium. Et on retrouve, bien entendu, les effets habituels sans aucun effet négatif sur la santé des animaux, puisque les paramètres sur l'azote uréique, sur la créatinine, sur la phosphatémie ne sont en aucune façon modifiés, pas plus que la calciurie n'est plus modifiée que d'habitude. Bon, il y a l'effet calciurique du sodium qu'on connaissait, on le retrouve, c'est heureux. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans cette population des 20 chats, les quelques chats qui avaient des paramètres rénaux qui étaient pas catastrophiques, mais qui étaient supérieurs à la moyenne, c'est-à-dire ceux qui avaient une créate supérieure à 15 mg, eh bien on constate aucune détérioration non plus dans ces quelques animaux plus sensibles, déjà en phase de progression d'insuffisance rénale, eh bien aucune détérioration supplémentaire pour l'azote uréique, pour la créate, pour la phosphatémie. Et on retrouve bien entendu une calciurie accrue et rien de très différencié entre les deux régimes pour le ratio protéines sur le créatine urinaire, montrant que ces chats effectivement ont un rein qui commence à être un peu fatigué et que les choses avancent gentiment, mais pas plus rapidement avec l'aliment qui a été enrichi en sel qu'avec l'aliment normosodique, et ceci sur une période de 6 mois. Donc ce que l'on peut dire pour clore cette deuxième partie, c'est de considérer qu'au total, le rehaussement du sodium semble être aujourd'hui une option pragmatique, ça fait boire, ça fait pisser, c'est un peu ce qu'on cherche, raisonnable, les effets secondaires dramatiques qui ne sont pas évidents, au niveau cardiaque, 0, au niveau calcium, 1 poil, au niveau rénal, bon, ça ne ralentit pas la dégradation rénale, ça n'a pas l'air d'accélérer de façon fondamentale. Et on peut dire qu'aujourd'hui, et pour quelque temps, on va peut-être utiliser le bénéfice apporté par le sel pour compenser cette capacité du chat extrêmement réduite à boire. Le troisième volet de ma présentation concerne la recherche des vrais responsables. Alors nous allons ici être un peu plus rapide puisque Joe a fait avec brio tout à l'heure une démonstration sur saturation et sursaturation et je ne voudrais pas vous sursaturer en matière de calcul urinaire et donc on va reprendre un certain nombre de choses de façon simplifiée sans trop approfondir les choses.
En se posant des questions auxquelles il a déjà répondu pour une part, pourquoi y a-t-il précipitation ou non des minéraux dans les urines, et quels sont les composants de la ration, on a donc une approche plus nutritionnelle, quels sont les composants de la ration qu'il faut incriminer en premier lieu. Alors, la précipitation des minéraux dans les urines, vous avez bien compris que l'urine n'est pas une solution simple. Dans une solution simple, les choses sont simples, puisqu'effectivement, quand on met un produit en solution, vous avez une phase de solution, une phase insoluble, avec ce qu'on appelle un produit de solubilité thermodynamique, qui dépend de la solution. Prenez de l'eau pure, mettez du sel, ça se dissout, puis après ça cristallise. En fonction de l'eau, en fonction de la température, du pH, etc., etc., etc. Donc, quand les choses sont simples, le calcul du ratio de solubilité, de la saturation est assez facile à déterminer, puisque la saturation, j'ai mis ici urinaire, c'est pas très heureux, puisqu'on n'est pas dans les urines ici. La saturation de la solution dépend donc du rapport de la concentration effective des molécules que l'on met dans l'eau sur leur produit de solubilité, qui est une constante, c'est marqué dans les bouquins de chimie. On peut dissoudre tant de grammes de sel dans l'eau, tant de grammes de ce que vous voulez, tant de grammes de cristal, de phosphate, etc., etc. Il y a donc deux états, où on est saturé, ou on n'est pas saturé. Dans les urines, les choses sont très différentes, vous l'avez compris, puisque les urines regroupent des éléments extrêmement hétérogènes, des ions, des complexes d'ions, des molécules organiques. On a parlé tout à l'heure de l'uropontine, de la néphrocalcine, des protéines de Tamorphal. Vous avez vu la liste, on vous a décrit une dizaine de paramètres qu'on ne savait pas doser ou qu'on ne pouvait pas doser en routine et qui n'étaient d'ailleurs pas intégrés dans le calcul du RSS. Donc, une urine est une solution complexe dans laquelle les molécules ionisées ne sont pas complètement libres de faire ce qu'elles ont envie de faire, comme c'est écrit dans les bouquins de biochimie ou de chimie. Elles ne peuvent pas s'accrocher les unes aux autres, parce qu'elles ne sont pas entièrement disponibles. Et il faut ajouter à la formule qu'on a vue tout à l'heure un petit coefficient alpha, qui est un facteur de complexation. Les molécules AB ont tendance à se rassembler ensemble en fonction de leur concentration, mais il y a des petites bêtes qui vont les retenir avec leurs petits bras pour faire en sorte qu'on va les écarter les unes des autres. On va les rendre peu accessibles les unes aux autres. Autrement dit, la chose extraordinaire qu'on arrive à faire avec les urines, c'est qu'on arrive à mettre en solution des quantités infiniment plus élevées que ce que peuvent rêver les chimistes dans leur laboratoire, dans un cristallisoire avec de l'eau. Il y a dans les urines des quantités extraordinaires d'éléments qui sont en suspension ou qui sont dissous. Donc, on retrouve ici le tableau que vous a proposé tout à l'heure Joe Barge. Donc, on retrouve en effet les trois zones. Une zone sous-saturée, une zone métastable et une zone sursaturée. On n'insiste pas. Alors, quels sont les composants qui sont à prendre en compte au niveau de la cristallisation en termes de rationnement, en termes de nutrition pure et dure? Il est bien entendu que la cristallisation se réalisera lorsque les activités des ions, magnésium, ammonium, phosphate, calcium, oxalate, dépasseront la capacité de la solution à les empêcher d'interagir entre eux. Plus les forces d'attraction seront fortes dans la solution, moins ils précipiteront. Ce qu'on appelle l'équilibre entre les inhibiteurs et les stimulants. Et donc, on va voir que certains ions sont intéressants, les conditions de pH et de saturation sont intéressantes, et puis d'autres facteurs. Alors, quand on regarde les conditions de formation des phosphates ammoniaco-magnésiens, ce qu'on appelle les struvites, classiquement, bien entendu, l'attraction entre le magnésium et le phosphate, pour qu'il soit réduit, comment peut-on faire? Ce qu'on a fait dans les tout premiers temps, dans les années 70, quand on a découvert les phosphates ammoniaco-magnésiens, on dit il y a du magnésium, on va baisser le magnésium.